Cette semaine, un violent accident fait un mort et 2 blessés à Rawdon. Vol de voiture à Joliette et tentative de fuite par 2 mineurs. Et si vous êtes sur la liste pour avoir un médecin de famille, eh bien, il faudra être patient. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 1er avril 2024. Un violent accident de la route impliquant 2 véhicules a causé la mort d'une dame de 84 ans et blessé 2 autres personnes à Rawdon lundi. L'accident s'est produit vers les 9h30 du matin à l'intersection de la route 348 et du chemin Forêt. Selon les autorités, la conductrice circulait sur le chemin Forêt et aurait effectué son arrêt obligatoire à l'intersection de la route provinciale. C'est en s'engageant sur la route 348 que sa voiture a été percutée par le véhicule qui s'amenait au même moment. L'impact a été si brutal que les 2 voitures ont été propulsées hors de la chaussée. La conductrice du premier véhicule, une femme de 84 ans, a été transportée à l'hôpital où son décès a malheureusement été constaté. L'homme de 76 ans qui l'accompagnait a quant à lui subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. La conductrice de la 2e voiture s'en est tirée avec des blessures relativement légères dans les circonstances. Une portion de la route 348 a été complètement fermée à la circulation afin de permettre aux enquêteurs en scène de collision de la Sûreté du Québec de faire leur travail. Jeudi de la semaine dernière, vers 4h45 du matin, la vigilance d'un citoyen a permis aux autorités d'intervenir rapidement après le signalement d'un vol de véhicule. Les policiers ont rapidement localisé le véhicule volé sur la route 131 à Joliette, près du boulevard Firestone, et ont tenté de l'intercepter. Mais les occupants ont refusé de coopérer et ont pris la fuite en direction nord. Leur tentative de fuite a pris fin à Saint-Félix-de-Valois, où le véhicule a heurté l'arrière d'un poids lourd avant de faire une sortie de route. Les 2 occupants, qui se sont avérés être des mineurs, ont été arrêtés sur place par les autorités. Ils font maintenant face à des accusations de vol de véhicule, de fuite et de conduite dangereuse. Leurs comparutions devant les tribunaux auront lieu ultérieurement pour répondre de ces infractions. Cet incident met en lumière l'importance de la collaboration citoyenne dans la prévention et la résolution des crimes. Grâce à la vigilance d'un individu, les autorités ont pu intervenir rapidement et mettre fin à cette situation dangereuse. Le 25 mars dernier à Saint-Côme, le ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman, ainsi que Mme Caroline Proulx, ont participé au lancement du programme « Ma famille, ma communauté », dont l'abréviation est MFMC, sur le territoire de la Matawini. Il s'agit de la 14e communauté à mettre en place le programme depuis sa relance en 2020 et la 2e dans la Naudière après la MRC de Joliette. Le programme MFMC vise à éviter le placement d'un enfant ou d'un adolescent dans une ressource d'hébergement, ou du moins en réduire les conséquences lorsque cela est inévitable. L'objectif du programme est de créer autour de l'enfant et de sa famille un réseau de soutien composé de personnes significatives de leur communauté qui sont ouvertes à la collaboration pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. On veut s'assurer que toute décision concernant le milieu de vie de l'enfant est prise dans son intérêt et assure sa sécurité. On veut également permettre aux familles d'être accompagnées et soutenues dans leur propre milieu. Alors, grâce à ce projet, on aspire à réduire le nombre d'enfants qui vivront un placement et aussi à favoriser les placements près du domicile familial. Dans un article paru dans le Journal de Montréal, on apprend qu'un nombre record de 37 696 Québécois se sont inscrits sur la liste d'attente pour un médecin de famille en janvier dernier. C'est plus de 4 000 que le précédent record établi en mars 2023, qui était de 33 312 patients.
Cette hausse d'inscription survient alors que de nombreux médecins de famille partent pour la retraite. D'après une étude du ministère de la Santé et des Services sociaux, les familles québécoises attendent environ 377 jours. Lanaudière est au-dessus de la moyenne, avec un temps d'attente de 447 jours pour un médecin de famille. La région se retrouve donc au 3e rang, juste derrière le nord de Montréal, avec 452 jours. Et c'est le Nunavut qui est le seul en tête avec un délai de 880 jours. D'ici quelques semaines, nous vous présenterons une émission avec Mme Kim Courchaine de la Coop Santé de Saint-Gabriel, qui viendra vous faire un suivi sur les démarches et les avancées de cette nouvelle Coop Santé du Grand Brandon. Selon une étude, une forte majorité de Québécois sont favorables à ce que les conjoints en union libre bénéficient des mêmes protections que les couples mariés en cas de séparation, en permettant toutefois un droit de retrait. C'est plus de 2500 personnes de partout au Québec qui ont répondu à ce sondage en 2022. Ce qui se dégage de ce sondage, c'est vraiment un consensus assez généralisé au Québec de gens qui sont en faveur d'un traitement égal entre les conjoints de fait et les conjoints mariés après un certain nombre d'années de vie commune. Et ça inclut les couples ayant des enfants et ceux qui n'en ont pas. Pour ce qui est du pourcentage, c'est 72 % des gens qui en sont favorables. Du côté des femmes, le pourcentage est de 75 %, par contre seulement 68 % pour les hommes. Ce qui étonne Mme Hélène Bello, professeure de l'Institut national de la recherche scientifique, qui a mené cette étude, car les Québécois sont très en faveur habituellement de l'égalité entre les hommes et les femmes. À la lumière d'études précédentes, elle explique que la raison pour laquelle les couples en union libre ne se marient pas, c'est souvent parce qu'ils considèrent que c'est trop cher de se marier, ou encore pour des raisons religieuses. Toutefois, au Québec, il y a la moitié des couples en union libre qui croient que c'est la même chose que d'être mariés. Alors, le ministre de la Justice, M. Simon Jolin Barrette, a déposé mercredi de la semaine dernière le projet de loi 56 qui modifie le Code civil. Québec propose ainsi de créer un nouveau régime d'union parentale et d'encadrer les droits et obligations des conjoints de fait avec des enfants. On vise ainsi à protéger les enfants nés d'une union de fait. On en parle beaucoup depuis plusieurs semaines, mais là, ça s'en vient dès lundi prochain, le 8 avril. Le fameux phénomène astronomique d'une vie qui sera visible pour une portion de la population située au sud du Québec. L'éclipse solaire totale qui sera visible sur une mince bande de 200 km de large allant de l'océan Pacifique en passant par le Mexique, les États-Unis, le Québec, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Tout dépendant de votre position au sud de la province, l'éclipse sera visible entre 14h14 et 16h40, avec un maximum de la totalité autour de 15h25, 15h30, selon Éclipse Québec. Il faut remonter en 1972, en Gaspésie, pour retracer la dernière éclipse solaire totale au sud de la province de Québec. C'est très rare comme phénomène, et pour cause parce que la dernière éclipse solaire totale survenue dans la région montréalaise remonte en 1932. Et la prochaine aura lieu qu'en 2205. Alors, il ne faut surtout pas manquer ça. Et si on regarde les prévisions à long terme, on sera probablement chanceux car on prévoit une belle journée ensoleillée. Quoique c'est encore loin, on va se croiser les doigts. Par contre, pour ce qui est de la région de Lanaudière, ce sera une éclipse partielle, étant donné que nous ne serons pas dans cette fameuse bande de 200 km. Alors, pour les intéressés, si vous voulez assister à l'éclipse totale, vous devrez vous diriger plus vers le sud. Et je vous rappelle en terminant de bien protéger vos yeux et d'utiliser des lunettes certifiées conçues pour les éclipses et non pas n'importe quelle lunette. C'est la fête cette année au sein de Cible Famille Brandon. Et oui, 35 ans d'engagement auprès des familles et de la communauté. Et pour fêter ça en grand, un brunch festif qui a réuni des centaines de personnes a eu lieu le 17 mars dernier. Tous les ingrédients d'une fête réussie étaient présents pour le plus grand bonheur de tous.
Des membres de l'organisme, des familles, des bénévoles impliqués, des membres du CA et plusieurs personnes qui ont fait l'histoire de Cible Famille Brandon étaient présentes pour partager ensemble ce moment magique. L'organisme souhaite remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle aventure, soit les membres, les bénévoles partenaires, la communauté et chaque individu qui a soutenu sa mission. Rappelons que Cible Famille Brandon, à la fois une maison de la famille et un centre de ressources périnatales, a pour mission de soutenir les familles dans chacune des étapes de leur vie et défendre aussi des valeurs de respect, d'entraide et de partage. Et soyez sûrs qu'en cette année d'anniversaire, il y aura d'autres surprises et événements spéciaux qui marqueront l'année 2024. Eh bien, de la part de CTB-TV et toute son équipe, joyeux 35e anniversaire. Un nouveau service voit le jour à Saint-Félix-de-Valois. Le service Voilà. C'est un nouveau service en ligne d'inscription, de réservation ou d'abonnement pour les loisirs, la bibliothèque, l'urbanisme et la taxation. La mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoli, indique que la Ville a travaillé très fort afin d'améliorer ses services pour que les citoyens n'aient qu'un seul compte à créer et à utiliser pour tous les services municipaux. Vous pouvez donc dès maintenant télécharger l'application Voilà sur votre téléphone ou tablette ou encore en passant directement par votre ordinateur en visitant le site Internet affiché à l'écran. Les inscriptions de la programmation du printemps qui ont lieu présentement, soit du 1er au 15 avril, se font sur cette plateforme, ainsi que les inscriptions du camp de jour du 22 avril au 6 mai. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, vous pouvez communiquer directement avec le service des loisirs de Saint-Félix-de-Valois. La Journée nationale de l'érable, ce fameux projet de loi 498, a été adopté à l'unanimité jeudi de la semaine dernière à l'Assemblée nationale du Québec. Une journée de l'érable, mais qui aura lieu à l'automne. Porté par le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulain, ce projet de loi prévoit la célébration d'une journée nationale de l'érable tous les ans, soit le 3e dimanche du mois d'octobre. Le but d'une telle journée, eh bien, c'est de rassembler sur une base annuelle les divers intervenants de l'acériculture et de l'alimentation au Québec autour de la valorisation des produits de l'érable. D'ici 2026, eh bien, ce sera plus de 58 millions d'entailles qui seront exploitées par les acériculteurs du Québec. Il faut savoir aussi que l'érable du Québec est exporté dans plus de 70 pays partout dans le monde. Alors, un comité national doit maintenant se mettre en branle pour préparer cette première journée nationale de l'érable qui se déroulera le dimanche 20 octobre 2024. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a annoncé la nomination de 5 nouveaux ambassadeurs culturels du Programme national des maîtres de tradition vivante. Parmi les personnes sélectionnées, eh bien, on y retrouve une lanaudoise, Mme Céline Desjardins, spécialisée en teinture végétale et naturelle. Afin d'en apprendre un peu plus sur son art, je suis allé à sa rencontre et j'ai découvert une femme passionnée qui, en plus de teindre, elle y fabrique également de nombreux produits faits à la main ainsi qu'avec des machines très anciennes. Cette semaine, vous pourrez découvrir l'entrevue intégrale avec Maître Desjardins dans l'émission À la découverte de votre région. Mais pour l'instant, en voici un extrait. Madame Céline Desjardins, bonjour. Bonjour. Madame Desjardins, vous venez d'être nommée maître de tradition vivante par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un maître de tradition vivante? En fait, c'est une personne qui maîtrise bien son art, qui maîtrise bien toutes ses techniques et procédés et qui peut arriver, avec ce savoir-là, peut arriver maintenant à le transmettre aux autres. Et vous, dans votre cas, vous êtes maître en quoi? En teinture végétale et naturelle. Je suis teinturière traditionnelle.
Cette nomination-là que vous avez reçue en tant que maître de tradition vivante, c'est une belle reconnaissance. C'est nouveau, ça fait pas longtemps que ça existe, ça. En fait, à ma connaissance, le programme, c'est un programme national. Ils ont fait un appel de candidature en 2019. La première cohorte a sorti, ils ont nommé 5 personnes en 2020 et 5 autres en 2021. Et en 2021, dans cette cohorte-là, il y a Hélène Blouin, qui est flécheuse et qui a gagné, en fait, qui a été nominée comme maître de tradition vivante. Et c'était une élève de Marie-Berthe Guibault-Lannoy. Mais elle a gagné cette nomination-là. En fait, elle a été nommée comme en ceinture fléchée traditionnelle. Et puis, moi, je suis sa deuxième élève à Marie-Berthe Guibault-Lannoy à être nominée maître de tradition vivante, mais comme teinturière traditionnelle. Elle doit être fière de ses élèves. Oui, c'est quand même quelque chose. Alors, cette personne-là, c'est une dame de grand cœur qui a su transmettre un savoir-faire traditionnel oublié avec passion. Et puis ça, cette passion-là, elle nous l'a bien transmise et c'est à notre tour maintenant de continuer ce chemin-là. Et en parlant de ça, justement, en étant lauréate de ce prix, qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant? En fait, on est lié avec le CQPV, le Conseil québécois du patrimoine vivant, pendant 18 mois pour développer un projet. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est de faire de la belle transmission. On a un site ici extraordinaire chez Fou de Vous. Et teinture, le pavillon Desjardins-Foisy. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi ça s'appelle. Oui, on va voir ça. Oui, ça, c'est quelque chose. Alors, dans le pavillon de teinture, on a de l'équipement adapté aux teinturiers et teinturières. Alors, c'est là que je veux développer un programme de formation pour la teinture naturelle végétale, comme teinturier et teinturière traditionnelle. Ce qui va se faire en 2024, j'imagine. Oui, 2024 et 2025. Ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est que, on va en parler un petit peu plus tard, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière vous dans tout ça. Hein? En fait, qui est à mes côtés depuis plus de 20 ans, c'est mon conjoint, Rémi Foisy. On a fait la formation en teinture végétale naturelle ensemble, tous les deux. Rémi, c'est un autre artisan textile. Il a un autre art. Lui, c'est un tricoteur de bas de laine sur machine à tricoter antique circulaire. Et puis, maintenant, il fait ses bas de laine à partir de laine qu'on a teint à la main, à partir de teinture naturelle et végétale. Alors, je teins pas juste pour moi. On teint tous les deux ensemble pour notre art. Moi, je tricote et je transforme cette matière-là. Et puis, Rémi aussi la transforme. Ah oui. Alors, on est deux. Ben merveilleux. Ben, vous avez parlé que vous avez une boutique. Hein? Ici, on parle d'une boutique, on parle d'un site Internet, on parle à l'extérieur aussi. Là. On va-tu faire le tour? On va-tu visiter ça ensemble? Alors, je vous emmène avec moi. Allons-y. Lors de notre visite des lieux, Madame Desjardins nous a renseigné sur la laine de mouton qu'elle utilise, ainsi que les sortes de plantes avec lesquelles elle travaille pour obtenir ces différentes couleurs de teinture. Par la suite, elle nous a fait visiter son atelier. J'ai eu la chance de voir de mes propres yeux le fonctionnement de ces machines anciennes dont elle et son conjoint se servent pour la fabrication de nombreux produits qu'on retrouve dans leur boutique Fou de Vous. Pour voir l'émission complète de cette merveilleuse rencontre avec la maître de tradition vivante, Madame Céline Desjardins, ne manquez pas à la découverte de votre région, qui est diffusée sur les ondes de CTB-TV cette semaine. La ville de Saint-Gabriel annonce qu'elle simplifie les procédures à l'accès à la plage pour la saison estivale 2024. Les citoyens de la ville et ceux des municipalités partenaires, qui seront annoncés prochainement, pourront désormais accéder à la plage gratuitement en présentant leur permis de conduire. Celui-ci, oui, devra obligatoirement être à l'adresse de la ville ou d'une des municipalités partenaires. Si ce n'est pas le cas, eh bien, une carte citoyenne de la ville ou d'une des municipalités partenaires sera acceptée. Aucune autre preuve de résidence ne sera acceptée pour avoir l'accès gratuit à la plage. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Je vous rappelle de ne pas manquer cette semaine l'émission À la découverte de votre région, parce que je vous propose de découvrir un maître en tradition vivante, Mme Céline Desjardins, qui nous parle de son art, celui de teinturière traditionnelle.
C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.